Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, même l'été pendant cette saison de publication et avec des marchés qui se montrent volatiles, justement, avec un très bon timing à souligner de la part de Paul pour ces deux publications de la semaine dernière, non seulement en termes statistiques et puis pour sa lecture du marché en début de semaine dernière. On s'intéressera comme toujours au calendrier qui va être dense cette semaine côté micro toujours, des configurations graphiques intéressantes et puis des ratios put-call à surveiller de près, des volumes inhabituels qu'on va aller regarder en détail et puis on s'intéressera évidemment comme toujours au cas d'école que va nous proposer Paul pour cette semaine. Alors, je vous rappelle que le CBOE, la première place d'échange d'options au monde, a fait appel à l'Atelier des Options pour organiser 3 webinaires gratuits au mois de septembre. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options pour être informé de la date exacte de ces webinaires. Bien, c'est un grand plaisir pour nous d'intervenir pour le CBOE, la première place d'options au monde. On a déjà fait des événements avec Euronext, donc c'est dire que bien manifestement l'Atelier des Options et sa compétence est reconnue par les grandes places de marché, et donc c'est important pour nous et pour vous aussi en termes de fiabilité sur ce qu'on peut vous raconter et en termes d'intérêt pour bien démocratiser et trouver des éléments de compréhension, d'utilisation de ces marchés d'options qui sont extraordinaires si on les utilise bien, risqués si on les comprend mal, mais pour lesquels eh bien, on essaye de vous apporter des clés chaque jour. Donc rendez-vous sur notre site pour avoir les dates exactes de ces 3 webinaires. Pour la semaine, eh bien, on va s'intéresser comme toujours au calendrier. Il va être plutôt chargé côté micro, léger côté macro. On va aller voir l'état de la situation graphique et technique sur le S&P et puis sur le VIX aussi. Encore une fois, un très bon timing de Paul sur ces statistiques qu'il a publié jeudi dernier dans la vidéo de jeudi sur le VIX et le mois d'août. Je vous invite à revoir cette vidéo. On va faire un point sur nos stratégies. On arrive grâce à un petit mouvement de repli de la semaine dernière entre autres et puis un peu de volatilité à clôturer 3 nouvelles stratégies la semaine dernière, donc qui nous amènent à avoir un taux de réussite de 89,5% sur les stratégies clôturées. Encore quelques stratégies en cours bien sûr. Et puis on va regarder ça en détail. Ratio put-call avant et après publication. On vous avait proposé des éléments la semaine dernière avant publication de Microsoft et d'Apple. Et puis on va s'intéresser au calendrier de cette semaine. Il y a beaucoup de publications. Je vous ai calculé tous les ratios put-call pour les grosses publications de la semaine. Et puis, je vous le donne dès maintenant, le cas d'école de Paul sera un bull put spread sur Apple. On a déjà ouvert une stratégie la semaine dernière sur Apple, mais les statistiques et la façon de travailler de Paul nous permettent d'avoir une stratégie qui est avec une excellente probabilité de gain sur Apple. Donc, on va ouvrir une autre stratégie. Vous allez voir l'intérêt d'ouvrir des stratégies dans des configurations qui sont un petit peu différentes. Alors, on va commencer par le calendrier. Cette semaine, côté macro, eh bien, c'est mardi la publication du PMI dans les services, indice des directeurs d'achat, plus le PMI de l'ISM non manufacturier. Donc, deux gros indices des directeurs d'achat qui sont évidemment avancés sur la santé de l'économie, statistique qui est un relevé auprès de directeurs d'achat et qui donc donne l'état d'esprit de ces directeurs d'achat donc en amont. A priori, donc sur la santé de l'économie, c'est pas manifestement ce que regardent beaucoup les opérateurs en ce moment. Ce qui compte en ce moment, c'est la saison des publications. Beaucoup de publications cette semaine à Wall Street et notamment celle que je vous ai indiquée ici. Alors on aura dès aujourd'hui Berkshire Hathaway, l'action B, qui va publier. Donc je vous ai indiqué le ratio put-call qui est qui est assez prudent sur Berkshire Hathaway, étonnamment, mais le titre a déjà baissé d'une quinzaine de pourcents par rapport à ses sommets. Donc peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. On ne va pas s'y intéresser graphiquement, il n'y a pas d'éléments très marquants. En revanche, on a Palantir qui a un ratio put-call relativement optimiste, mais plutôt optimiste à équilibré, mais qui a en revanche une configuration graphique qui va nous intéresser. Mardi, ce sera au tour d'AMD et de Caterpillar de publier. Là, en revanche, on va les regarder graphiquement, puisque les deux valeurs ont des ratios put-call particulièrement optimistes, donc peut-être un peu de prudence à avoir sur ces deux titres-là. Et puis McDo aussi, non pas tant pour le ratio put-call, même s'il reste très optimiste, mais c'est une structure graphique qui en plus renforce notre prudence sur le titre. Et puis on terminera
a, alors Walt Disney et Uber ont des ratios put-call qui sont relativement équilibrés, optimistes à équilibrés, donc on va pas s'y intéresser en particulier, graphiquement pas grand chose à dire. En revanche, on a Eli Lilly qui publie cette semaine avec un ratio put-call qui lui en revanche est très prudent, peut-être donc quelque chose graphiquement qu'on va les regarder en détail ensemble. On a donc voilà le calendrier pour la semaine. On va donc passer tout de suite à la lecture graphique du S&P que vous avez ici en hebdomadaire. Eh bien, une configuration qui est lourde hein, sur le S&P, bien entendu, avec un avalement baissier hebdomadaire qui s'est produit la semaine dernière. Hein. La semaine a commencé plus haut que la bougie de la semaine précédente. On a ouvert plus haut, mais on clôture nettement plus bas. Donc la bougie de la semaine du 28 juillet a englobé celle du 21 juillet. Donc on a une configuration qui est particulièrement lourde en haut de marché. Avalement baissier, je vous rappelle que c'est relativement rare. Regardez, on en avait connu un autre ici, avalement baissier. C'était en février dernier et en haut de marché, ça avait débouché sur la grande baisse qu'on avait connue. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait un mouvement de baisse équivalent maintenant, rien ne l'indique à ce stade, mais au moins un coup d'arrêt dans la tendance, donc une configuration relativement rare et lourde. Graphiquement, on est toujours, à mon sens, bloqué dans ce grand range 6128, 6484. On avait indiqué cette zone, hein, 6334, 6376 comme une grosse zone de résistance. On est allé un peu plus haut, mais on a calé contre ce niveau-là. Si on zoome alors le S&P a donc perdu 2,36% sur la semaine. La position ouverte n'a pas augmenté, elle a même baissé de 2,29% sur la semaine, donc pas eu de pression baissière dans ce mouvement de baisse, ça c'est intéressant, même si les volumes en revanche ont augmenté de façon assez significative, donc prudence quand même si on n'a pas de stratégie baissière forte à ce stade sur le S&P, en tout cas, on a des opérateurs qui se sont mis en retrait, ou en tout cas qui ont pris du bénéfice et un peu de dégagement contre ces niveaux. Et puis, alors, au milieu d'une saison de publication en plus qui s'avère plutôt bonne globalement, donc un signe de prudence à mon sens à avoir. Le ratio put-call, on l'avait signalé, il était quand même très très optimiste, il était remonté un peu précédemment, mais la semaine dernière on est à 0,83, on est quand même en bas de la zone d'optimisme. Je rappelle qu'entre 0,80 et 1,20 c'est la norme, avec 0,80 optimisme, 1,20 pessimisme. Quand on en sort, c'est important, donc là on est quand même très optimiste encore, même si on n'a plus les extrêmes précédents qu'on avait enregistrés, mais donc des mouvements de baisse qui pourraient être accentués par des opérateurs qui sont relativement peu couverts. En journalier, on va zoomer sur le S&P, on a laissé toute une série de gaps hein, que vous avez ici. Ce qui est important à noter, alors j'ai tenté de tracer des obliques et des tendances qui ne sont pas particulièrement pertinentes ici. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est repassé sous ce niveau de cette zone intéressante hein, de résistance avec eh bien, ces gros Marubozu, donc ces grosses bougies de jeudi dernier qui est pas belle, hein, avec avalement baissier qui englobe toute la hausse précédente, la dernière séquence de hausse, un gros gap baissier qui pourrait donc être un gap de rupture, hein, ça va être un vrai plafond de verre cette zone-là maintenant, donc peut-être aller travailler à l'intérieur, mais tant qu'on sera en dessous de ce niveau de résistance, donc entre le pied du gap qu'on va marqué ici, donc 6327 et le haut du gap actuel, donc avec un plus haut à 6287, ça va être une grosse zone de résistance, bien entendu, dans l'immédiat. On reste quand même dans le range 6128, 6484, comme je vous le disais, mais un vrai coup d'arrêt dans un mouvement haussier de long terme. On a cette fois-ci, bon, alors effectivement, cette petite vague de Wolf dessinée précédemment qui a été validée. On a été chercher et dépasser la cible. Pour l'instant, tant qu'on est au-delà de 6201, pas de danger. Si on passe en dessous, c'était les derniers deux pics de baisse qu'on avait connus au mois de juin, début juillet et mi-juillet. Si on passe en dessous, on a des chances d'aller chercher l'alerte de court terme à 6128 assez rapidement. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux de dégradation forts, mais des opérateurs qui restent optimistes. Une volatilité, on va aller le voir, qui pourrait se tendre encore un peu. Un gros gap baissier qui marque probablement un coup d'arrêt avec la tendance précédente. Encore une fois, pour réactiver la dynamique haussière, il faudrait se réinstaller au-delà de 6327, 6376, cette grosse zone de prix, pour repartir à la hausse et chercher l'extension à 6484. 6484, c'est une cible importante. Le fait d'avoir un échec à ce niveau de résistance maintenant intermédiaire 6427,
pas réussir à aller chercher la borne haute du range, c'est aussi un vrai coup d'arrêt. Donc on peut au mieux latéraliser, mais attention à des extensions baissières possibles. Pour l'instant, pas de pression baissière. La de moyen terme, elle est plus lointaine, hein, c'est 5770. On en est loin. Je vous rappelle qu'il reste quelques gaps laissés ouverts jusqu'à ce niveau de 5770 qui pourraient être comblés en chemin. Vous avez les niveaux techniques. Donc situation un peu dégradée, pas méchante à ce stade, mais prudence quand même. La volatilité pourrait se tendre comme on l'évoquait ensemble. Alors justement, on va aller jeter un œil du côté du VIX qui se détend un petit peu ce matin. On avait indiqué précédemment ensemble le range 14,75-18,06 comme un range clé avec une zone intermédiaire 15,92-18,06. Bien, regardez, on a été parfaitement dupliqué cette zone 15,92-18,06 pour aller chercher 20,21. C'est le niveau contre lequel on a clôturé hier avec un petit pic en zone de vigilance. Alors, je dézoome un peu sur le VIX. Voilà la configuration globale en journalier. On n'est pas rentré en complaisance, on était en bas de la zone d'optimisme à 14,75 qu'on avait testé plusieurs fois et on a ouvert avec un gap haussier vendredi dernier sur la volatilité. Donc on a un petit gap donc laissé ouvert à aller combler à la baisse sur la volatilité et on a toujours ce gros gap situé donc à 35,67 dont le pied est situé à 35,67 qui avait été donc laissé ouvert le 14 avril dernier. On sait que les gaps sont toujours comblés sur la volatilité. Et justement, phénomène intéressant, parmi les volumes inhabituels que Paul détecte chaque semaine, eh bien, on a un opérateur qui a créé une stratégie intéressante, un calendar, avec un achat de call donc sur de 157 000 calls de prix d'exercice 35 sur le VIX. Donc 35, on va être ici. 157 000 calls de prix d'exercice 35, une grosse position ici. Donc l'opérateur qui s'est placé là à 35, on va l'afficher ensemble. Un gros achat de call donc sur l'échéance du mois de septembre. Et puis pour financer sa stratégie, bien en contrepartie, il a donc vendu le call, mais sur l'échéance du mois d'août, le call 35 aussi. Donc clairement, le but de l'opérateur, c'est d'anticiper. Je vous mets les deux. Ici, on a acheté, donc il a acheté sur septembre et il a vendu le même prix d'exercice sur août. L'idée, c'est que, eh bien, il anticipe évidemment une forte hausse de la volatilité avec un niveau max au-delà à 35. Hein, il n'anticipe pas le débordement de 35 en volatilité, mais donc un pic de volatilité qui pourrait se produire selon lui d'ici idéalement l'échéance du mois d'août. Sinon, pourquoi pas jusqu'au mois de septembre, mais idéalement pour lui, ce serait d'aller clôturer à 35 pour l'échéance du mois d'août. Et donc 157 000 calls, une grosse position. Donc attention, un opérateur qui a l'air de considérer comme nous que la volatilité pourrait se tendre et donc on pourrait revenir chercher cette zone de panique, de la tester et pourquoi pas peut-être aller ponctuellement combler ce gap dont le pied est situé à 36,88. Donc un gap qui reste ouvert ici et qui est important donc à surveiller et encore une fois des volumes inhabituels qui nous indiquent des éléments intéressants. On va faire un point maintenant sur les stratégies qu'on vous avait proposées précédemment. Je vous montre le tableau que j'ai mis ici des stratégies. Plutôt que de vous les annoncer, on a préféré maintenant vous afficher le tableau des stratégies avec le nombre de stratégies qu'on a mis en place depuis le 10 mars dernier, depuis qu'on fait ces vidéos ensemble. Je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à liker, à partager ce contenu et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de ces vidéos. Vous avez ici donc les stratégies qu'on indique. On indique pour mémoire pas les bases de chaque stratégie parce qu'on ne peut pas le faire. On n'a pas le droit de faire du conseil comme ça. En revanche, ces stratégies qui sont créées par Paul sont basées sur un trading systématique et avec un backtest qui permet de les valider selon différents types de configurations avec un mode opératoire d'entrée et de sortie qui nous permettent eh bien, à chaque fois de travailler de façon mécanique sans faire entrer la partie émotionnelle dans le marché. Et ça, c'est vraiment intéressant et vous voyez qu'on obtient un taux de réussite qui est vraiment excellent. Je rappelle que ces stratégies, pour pouvoir afficher qu'on les valide ou qu'elles sont gagnantes, eh bien, on les prend réellement, soit Paul, soit moi,
pour qu'on puisse avoir une stratégie objective. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas de dire qu'on gagne tout le temps. La preuve, on a un taux d'échec qui peut être important aussi. Il y a des périodes de doute, mais l'intérêt de ces outils et de ce backtest, c'est d'avoir, eh bien, encore une fois, un taux de réussite qui est significatif et de pouvoir avoir un système mécanique qui permet de travailler dans différentes configurations de marché. Alors, la semaine dernière a été bonne puisque on a pu clôturer déjà la stratégie sur Boeing, BA, vous avez ici, donc l'achat de Strangle que vous voyez là. L'achat de Strangle que vous avez ici, pardon, et qui est, voilà, que je voulais vous montrer à l'écran. Donc l'achat de Strangle qui datait du 26 mai, qui a été clôturé en gain, hein, le titre avait bien progressé, et puis le bear call spread avant les publications, Paul l'avait signalé, un ratio put call qui était un peu optimiste, et donc un risque de consolidation, et puis dans la semaine, immédiatement, le bear call spread a été clôturé. Par ailleurs, on a aussi clôturé le double calendar, ça c'était la semaine précédente. Pour ce qui est des autres stratégies, on arrive donc à 17 stratégies gagnantes sur 19 clôturées. Il y en a encore 3 qui sont en cours, avec celle que je vous ai indiquée en bas, qu'on va ouvrir cette semaine et que je vais vous détailler dans quelques instants. On a aussi clôturé le trade sur Microsoft, et c'est ça que je voulais vous montrer maintenant. Paul, vous avez indiqué la semaine dernière la configuration de Microsoft avec un ratio put-call qui était particulièrement optimiste. Alors, il se trouve que le titre a payé sur la publication. On va aller voir ensemble la configuration graphique. Elle n'est pas très engageante sur Microsoft. On a eu une grosse accélération au moment de la publication à la hausse, et une semaine qui se termine avec une légère hausse finalement malgré le pic haussier. On progresse finalement uniquement de 2% après une hausse de 9% sur Microsoft, donc c'est pas excellent, d'autant plus qu'on a ces gros marauds bozous rouges d'affilée avec des volumes qui ont été lourds dans les mouvements de baisse. Pour l'instant, on ouvre au-delà de 524,80. On a laissé un gap haussier ouvert ici, mais même si le mouvement a été puissant à la hausse, vous voyez que le repli a été aussi marqué. On n'a pas eu de momentum suivi pour accélérer comme on a pu le voir sur certaines publications précédentes. Parmi les autres publications de la semaine sur lesquelles Paul avait proposé une stratégie d'ailleurs, c'était Apple. Apple, la stratégie, je vous rappelle qu'elle consiste, je ne vous rentre pas dans le détail, mais au pire à devoir acheter le titre à 195. Pour l'instant, le titre Apple, on va regarder sa configuration puisqu'on va vous proposer une nouvelle stratégie dessus. Je dézoome en hebdomadaire. Voilà, je vous ai mis achat à 195 pour la stratégie de la semaine dernière. Donc qui, pour l'instant, effectivement, est un trade qui est gagnant systématiquement à la hausse avec un risque de devoir acheter le titre à 195. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais effectivement, un repli contre cette grosse zone de prix sur Apple à 213,90. Systématiquement, niveau de rejet. Un titre qui a moins performé que les autres titres depuis le trou d'air qu'on avait enregistré au mois d'avril dernier. Le titre aussi teste la borne basse d'un canal haussier de long terme. On est en train d'osciller autour à nouveau. Ce n'est pas un très très bon signal graphiquement, mais on n'a pas plus accéléré que ça à la baisse. On a ce gap baissier dont on avait parlé plusieurs fois ensemble, hein, il me semble, dans les vidéos précédentes, qui a été comblé enfin, donc on peut supprimer ce gap affiché. Vous voyez qu'il a servi de niveau de rejet, et que c'est contre ce niveau-là qu'on a replié. Donc on est toujours, à mon sens, dans un range, donc 195,60, 215,15. Voilà la configuration dans laquelle on se trouve dans l'immédiat sur Apple. Alors justement, sur cette semaine, un bull put spread. Donc on va vendre un put ici. Donc un peu plus bas que les cours actuels. Donc encore une fois, hein, plus on va être agressif, plus le gain va être important, mais plus le risque aussi l'est. Donc plus on va s'éloigner pour la vente de put, plus la stratégie va laisser de la marge, mais donnera moins de crédit, bien entendu. Et comme c'est un bull put spread, on va protéger cette stratégie de vente de put par un achat de put un peu plus bas, donc encore une fois selon sa sensibilité. Alors tout ça correspond à un setup qui dépend de la sensibilité au risque de chacun. L'idée, c'est de travailler à la hausse sur Apple. Cette stratégie, je rappelle qu'historiquement, elle a donné un taux de réussite de 96% sur Apple, mais c'est une
échéance particulièrement lointaine. Ça, on va vous donner l'information, c'est à près de 6 mois que cette stratégie se joue. Donc, c'est une stratégie très long terme, une stratégie pour des investisseurs sur le titre. Et donc, globalement, eh bien, si on vient terminer sous le niveau de vente de put, on sera acheteur du titre dans cette zone de prix, donc située entre l'achat et la vente de put. Donc, encore une fois, c'est à déterminer en fonction de la sensibilité de chacun. Si en revanche, le titre passe sous la zone de la stratégie, eh bien, dans ce cas-là, les deux se neutralisent et c'est la perte maximale qu'on encaisserait sur cette stratégie dans ce cas de figure. Donc un risque qui est maîtrisé avec encore une fois des bornes eh bien, qui sont à déterminer en fonction de la sensibilité de chacun et un taux de réussite qui a été excellent puisque 96% de réussite par le passé sur cette stratégie-là selon les prix d'exercice choisis encore une fois selon une méthode empirique et systématique. Voilà pour Apple. On va jeter un œil du côté de quelques configurations, puisque je vous en ai parlé pour terminer cette vidéo. On a Palantir. Alors Palantir, un ratio put-call qui est relativement optimiste, mais sans plus. Je voulais vous montrer en journalier quand même cette vague de Wolf, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. Et en vague 5, on essaie de déborder l'oblique formé par les points 1 et 3, et on repasse à l'intérieur. Donc un petit retracement possible pour aller chercher l'oblique formé par les points 1 et 4 sur Palantir. Donc pourquoi pas un petit repli avec un ratio put-call un peu optimiste, et puis quelques signaux d'indécision, ces grands doji en haut de marché, ce pendu ici, donc un peu d'indécision, et puis une couverture en nuage noir qui s'est formée aussi en hebdomadaire sur Palantir la semaine dernière. On a ouvert plus haut et on a clôturé sous la médiane de la bougie précédente. Ce n'est pas un avalement baissier pour Palantir, mais un petit mouvement de repli. Et donc un échec à aller chercher la zone d'extension idéale, 169,40, 175,70. Donc à surveiller, peut-être un petit repli intéressant pour Palantir, pour ceux qui auraient voulu rentrer sur le titre. À mon avis, un petit peu de prudence à avoir, même si on n'a pas les ratios put-call hyper optimiste qu'on pouvait avoir précédemment quand on l'avait analysé ensemble. C'était ici, je crois, au moment de la dernière publication, où on avait bien profité d'un repli et d'un point d'entrée qui avait été excellent pour Palantir. Donc voilà, cette petite vague de Wolf que je voulais vous signaler. AMD, oui, 0,73, le ratio put-call sur Palantir, donc pas de choses trop méchantes. AMD est ici. Là, on a un ratio put-call qui est à 0,35, tout en haut de marché, avec une couverture en nuage noir ici. La bougie du 31 juillet qui a ouvert au-delà de la bougie précédente et en clôture sous la médiane de la bougie précédente. On ouvre ensuite avec un gap baissier, une grande bougie d'indécision, un grand doji, pour l'instant préouverture en étant hausse, mais regardez ce gap baissier ouvert ici et qui renvoie à l'intérieur du canal haussier au sein duquel évoluait AMD depuis quelques temps. Donc on est peut-être au bout du rebond qui s'est mis en place, du magnifique rebond qui s'est mis en place sur AMD depuis ses points bas du mois d'avril, un rallye haussier qui a été extrêmement puissant. Donc peut-être un peu de prudence à avoir sur AMD qui a progressé de 140% depuis ses points bas du mois d'avril dernier. Donc une pause peut-être légitime et un optimisme qui nous incite à la prudence, d'autant plus que la bougie hebdomadaire de la semaine dernière forme une grosse étoile filante. Donc prudence sur AMD qui arrive sur des niveaux de résistance majeurs et avec un optimisme assez fort. Encore une fois, quelques signaux de fragilité si on zoome en journalier. Donc ces niveaux que je vous remets à l'écran, avec donc un niveau intermédiaire 170,80 qui a été préservé, et puis 162,50 qui serait le premier niveau d'alerte pour le titre, et dans ce cas-là, qui pourrait aller combler les nombreux gaps, je ne les ai pas tous affichés, mais les nombreux gaps laissés ouverts dans le rallye haussier, donc avec 144,40 comme premier niveau de support majeur sous 162,50. Voilà pour AMD. On va jeter un œil à Caterpillar, dont le ratio put-call est à 0,42, donc c'est pas... on a atteint quand même des optimismes assez forts. Or, Caterpillar aussi a connu un très très gros rallye haussier. Elle s'approche, Caterpillar, de la borne haute du canal haussier de long terme. On bute contre ce niveau de résistance majeur à 438,60. Et puis, pour Caterpillar aussi, la semaine dernière,
un gap baissier qui pourrait être un gap de rupture avec la tendance haussière précédente. On avait évolué au-delà d'une ligne de tendance haussière depuis le 23 juin dernier, testé une fois, deux fois, trois fois, rompu, on a buté contre ce niveau et pour l'instant on est en dessous, donc au moins un coup d'arrêt sur Caterpillar et un optimisme qui nous incite à la prudence. Et puis on va regarder deux dernières configurations rapidement, c'est McDonald's Corp. McDonald's, eh bien, ratio put-call qui est à 0,37, donc assez optimiste aussi sur McDo, qui a pourtant déjà pas mal consolidé. McDo, le titre est bloqué entre 283,80 et 319,65. On n'a pas vraiment de tendance depuis septembre dernier, mais j'ai détecté aussi une vague de Wolf baissière sur McDo que je voulais vous indiquer, puisque le ratio put-call est particulièrement optimiste à 0,37, comme je vous le disais. Or, eh bien, on a cette vague de Wolf ici, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse qui vient s'arrêter entre la 1 et la 2, et puis en 5, on tente de déborder l'oblique 1, 3 ici, et on la réintègre. Donc on a déjà fait une partie du chemin baissier, mais on a rebondi, et donc la cible idéale, ce serait l'oblique formé par les points 1 et 4 ici. Donc un mouvement de retracement qui pourrait être assez significatif pour McDo, avec une zone de support entre 250 et 262,32, selon le moment où ce niveau serait atteint. Donc un peu de prudence peut-être à avoir avec cette grosse vague de Wolf hebdomadaire. Donc vous voyez, on cumule ici signaux graphiques et ratio put-call, ce qui nous permet d'avoir peut-être un mouvement de baisse et évidemment ce gap baissier ouvert aussi sur McDo qui est un plafond de verre. Si on repasse ce niveau de gap, donc au-delà de ce plus bas à 306,81, en revanche, eh bien, c'est la publication qui prévaudra et le titre pourra repartir à la hausse et pourquoi pas aller former de nouveaux plus hauts par la suite et aller dupliquer le range actuel, mais la probabilité en termes de ratio put-call et graphique pèse plutôt en faveur d'une pause complémentaire. Donc vous voyez pas mal de titres sur les indices américains qui incitent à la prudence, avec encore une fois un VIX qui pourrait se tendre encore un peu. Et donc, en cas de débordement, en revanche, un 319,65, la prochaine grosse cible, la prochaine grosse résistance, c'est 355,90 pour McDo. La dernière que je voulais vous montrer, puisque là, on est en revanche très prudent, c'est Eli Lilly, et on est assez prudent sur un titre qui, en graphique hebdomadaire, est bloqué dans un range 712-955 depuis longtemps, sous une ligne de tendance baissière. On est plutôt dans la borne basse du range, on n'a pas vraiment de signaux très forts, mais on est plutôt en bas du range, et le ratio put-call est de 1,16, donc on est assez prudent sur Eli Lilly. Tant qu'on est au-delà de 712, eh bien ceux qui veulent rentrer sur le titre ont peut-être une probabilité relativement favorable, puisqu'on a un ratio put-call intéressant, et on est dans le bas d'un range qui est actif et proche d'un niveau de support qui n'a pas été enfoncé depuis février 2024. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour cette saison de publication. C'est assez dense, évidemment, beaucoup d'éléments, mais voilà, pour vous accompagner au mieux au cours de cette semaine. Pensez à vous abonner et à liker le contenu s'il vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de ces vidéos. On est toujours ravis d'interagir avec vous et on vous en remercie. Excellente semaine à toutes et à tous.